J'avais invité toute la famille à venir voir mon nouveau-né, et à dîner. Alors que tout le monde entrait dans la maison et que nous commencions à manger, mes grands-parents ont demandé avec surprise, « Chérie, qu'est-il arrivé à tous les articles essentiels que nous t'avons offerts pour le bébé à sa naissance ?» Avant que je puisse répondre, ma mère s'est levée et a crié de colère, « C'est quoi cette nourriture ?» Puis elle a saisi l'assiette et l'a jetée à travers la pièce, frappant mon nouveau-né au visage. Ensuite, ma sœur est entrée en poussant une poussette, celle-là même que mes grands-parents avaient achetée pour mon bébé. Mes grands-parents ont réalisé, « Attends, c'est la poussette que nous t'avons donnée. » Je me suis précipité pour examiner mon bébé en sang, et ma mère a dit froidement, « Eh bien, je pense que ce bébé ne va peut-être pas s'en sortir, donc tout appartient au bébé de sa sœur maintenant. » Papa a ajouté, « Nous avons déjà tout donné. » Mon grand-père est resté silencieux, perdu dans ses pensées en les regardant tous, et ce qu'il a fait ensuite m'a rendu vraiment fier. Je devrais probablement commencer par le début, cependant. Ce souvenir fait encore trembler mes mains quand j'y pense. Mon nom n'a pas beaucoup d'importance pour cette histoire, mais ce qui importe, c'est que j'ai donné naissance à ma fille, Emma, 3 semaines avant le dîner qui a tout changé. Elle était parfaite. 3,2 kg de pure joie, avec les doigts les plus minuscules que j'ai jamais vus. Ma relation avec ma famille avait toujours été compliquée, mais je pensais bêtement qu'un nouveau bébé pourrait nous rapprocher. Ma sœur, Vanessa, était l'enfant chéri. Elle l'avait toujours été. Elle ne pouvait rien faire de mal aux yeux de nos parents. J'avais appris à accepter ma place en tant que déception, celle qui n'était jamais tout à fait à la hauteur. Lorsque Vanessa a annoncé sa grossesse juste 2 mois avant la mienne, j'étais sincèrement heureuse pour elle. Nous élèverions nos filles ensemble, pensais-je. Des cousines qui grandiraient comme des sœurs. Mes grands-parents, eux, étaient différents. Papy Joël et mamie Ruth m'avaient toujours traité avec une sorte d'amour inconditionnel, que mes parents n'ont jamais réussi à me donner. Quand Emma est née, ils se sont présentés à l'hôpital, les larmes aux yeux et les bras chargés de cadeaux. Une magnifique poussette bleu marine qui coûtait plus cher que mon loyer mensuel. Un berceau avec des détails sculptés à la main, des boîtes de vêtements, des couches, des biberons, tout ce dont une nouvelle mère pouvait avoir besoin. Papy Joël tenait Emma avec une telle tendresse, lui chuchotant toutes les choses qu'il lui apprendrait un jour. Le dîner devait être simple. J'avais passé des jours à le planifier, voulant que tout soit parfait. Mon petit appartement n'était pas grand-chose, mais j'ai nettoyé jusqu'à ce que mes bras me fassent mal. J'ai cuisiné le rôti de ma grand-mère, la recette qu'elle m'avait apprise quand j'avais 12 ans. Emma dormait paisiblement dans son couffin près de la fenêtre, enveloppée dans une douce couverture rose. Maman et papa sont arrivés les premiers, jetant à peine un coup d'œil à Emma avant de s'installer sur le canapé. Papa a immédiatement allumé la télévision. Maman a fait le tour de mon appartement avec cette expression pincée, passant son doigt sur les surfaces comme si elle vérifiait la poussière. Aucun d'eux n'était venu me rendre visite depuis que j'avais ramené Emma de l'hôpital. Trop occupé, disait-il. Vanessa avait besoin d'aide pour se préparer à l'arrivée de son bébé. Vanessa est arrivée ensuite, son ventre proéminent sous une robe de maternité coûteuse. Elle était à environ 2 mois de son terme. Elle n'a pas amené son mari, Tyler. Il travaillait tard, a-t-elle expliqué avec un soupir dramatique. Mes grands-parents furent les derniers à arriver, et le changement d'atmosphère fut immédiat. Mamie Ruth est allée directement voir Emma, en gazouillant doucement. Papy Joël m'a serré fort dans ses bras, me demandant comment j'allais vraiment, si je dormais assez, et si j'avais besoin de quoi que ce soit. Nous nous sommes installés autour de ma petite table à manger. Je l'avais dressée soigneusement, avec des assiettes dépareillées et les jolies serviettes que j'avais achetées spécialement pour cette occasion. De la vapeur s'élevaient des plats que j'avais disposés au centre. Pendant un instant, tout semblait presque normal, presque comme une vraie réunion de famille. Mamie Ruth fut la première à remarquer quelque chose. Ses yeux ont balayé l'appartement, la confusion plissant son front. « Chérie, a-t-elle dit doucement, qu'est-il arrivé à tous les articles essentiels que nous t'avons offerts pour Emma à sa naissance ?» Mon estomac s'est noué. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais avant que je puisse former des mots, maman s'est levée d'un bond. Sa chaise a raclé bruyamment contre le sol. « C'est quoi cette nourriture ?» a-t-elle grogné, sa voix assez tranchante pour couper. Elle a saisi son assiette, le rôti que j'avais passé des heures à préparer, et l'a lancé à travers la pièce. Tout s'est passé au ralenti, et trop vite à la fois. L'assiette a tournoyé dans les airs, éparpillant la nourriture. Elle a heurté le bord du couffin avec un craquement écœurant.
Le cri d'Emma a percé l'air, aigu et terrifié. Je me suis précipité vers elle, le cœur dans la gorge, et j'ai vu du sang sur son petit visage là où un morceau de l'assiette brisée avait éraflé sa joue. Mes mains tremblaient alors que je la prenais dans mes bras, essayant d'évaluer les dégâts pendant qu'elle hurlait. La coupure n'était pas profonde, mais elle saignait, elle n'avait que 3 semaines, et ma mère venait de lancer une assiette qui avait touché mon bébé. C'est à ce moment-là que Vanessa est entrée depuis le couloir en poussant une poussette. Pas n'importe quelle poussette, mais exactement la poussette bleu marine que mes grands-parents m'avaient donnée. Celle qui était dans le placard de ma chambre il y a 2 jours, lors de ma dernière vérification. Papy Joël s'est levé lentement. « Attends » a-t-il dit, sa voix dangereusement calme. « C'est la poussette que nous t'avons donnée. » Vanessa a eu l'audace d'avoir l'air provocante. « Elle est à moi maintenant » a-t-elle dit en frottant son ventre. « Mon bébé en a plus besoin. » Maman s'est approchée de moi, regardant Emma qui pleurait toujours dans mes bras, du sang sur sa couverture. Son expression était froide, détachée d'une manière qui m'a glacé le sang. « Eh bien, » a-t-elle dit, comme si elle commentait la météo, « je pense que ce bébé ne va peut-être pas s'en sortir, donc tout appartient au bébé de sa sœur maintenant. » Papa a hoché la tête depuis sa position sur le canapé, ne prenant même pas la peine de se lever. « Nous avons déjà tout donné » a-t-il confirmé. « Le bébé de Vanessa mérite ce qu'il y a de mieux, et soyons honnêtes, tu peux à peine prendre soin de toi-même. » La pièce tournait autour de moi. J'ai serré Emma plus fort, essayant de digérer ce que je venais d'entendre. Ma mère venait de suggérer que mon nouveau-né pourrait mourir, et elle semblait s'en réjouir. Il m'avait volé, avait donné les affaires de mon bébé à ma sœur, et ne voyait aucun mal à tout cela. Mamie Ruth avait pâli, une main pressée sur sa poitrine. Papy Joël restait complètement immobile, ses yeux passant de mes parents à Vanessa, puis à moi tenant mon bébé en sang. Sa mâchoire se contractait, mais il ne disait rien. Le silence s'étirait, lourd et suffocant. Puis, il a marché vers la porte et a pris son manteau. « Ruth » a-t-il dit calmement, « appelle le 911. Le bébé doit être examiné à l'hôpital. »« Elle va bien » a claqué maman. « Arrête d'être si dramatique. » Papy Joël s'est tourné pour la regarder, et je n'avais jamais vu cette expression sur son visage auparavant. « Ma petite fille saigne parce que tu lui as lancé une assiette. C'est une agression sur un nourrisson. Ruth, passe l'appel. » Les mains de mamie Ruth tremblaient alors qu'elle sortait son téléphone. Je restais figé, les cris d'Emma s'adoucissant en gémissements contre ma poitrine. « Tu n'es pas sérieux » a dit papa, se levant enfin. « C'était un accident. »« Un accident impliquerait des remords » a répondu papy Joël. « Et je n'en vois aucun. En fait, je viens de t'entendre avouer un vol, et ta femme a essentiellement menacé la vie de cet enfant. » Il a regardé Vanessa. « Cette poussette retourne ici, tout de suite. » Vanessa a serré les poignets. « Non, vous la lui avez donnée, mais elle ne la mérite pas. Elle ne finit jamais rien. Elle a abandonné l'université. Elle ne peut pas garder un emploi. Elle est tombée enceinte d'un gars qui n'est même plus là. Assez. » La voix de papy Joël a claqué comme un fouet. La poussette. Maintenant. Et je veux que chaque article que nous avons donné pour Emma soit retourné dans cet appartement dans l'heure, où je signale cela comme un vol. Tu n'oserais pas, a dit maman, mais sa voix vacillait. Mets-moi au défi. Les ambulanciers sont arrivés en 10 minutes. Ils ont examiné Emma soigneusement pendant que je répondais à leurs questions d'une voix tremblante. La coupure était superficielle. Elle aurait besoin d'un pansement papillon, mais pas de point de suture. Cependant, ils m'ont fortement recommandé de déposer une main courante, étant donné qu'elle avait été blessée par un objet lancé lors d'une dispute. Papy Joël avait déjà appelé la police. 2 officiers sont arrivés alors que les ambulanciers étaient encore là. J'ai regardé, ayant toujours l'impression d'être dans un cauchemar, mon grand-père expliquait calmement ce qui s'était passé. Maman a essayé d'interrompre, de faire passer cela pour un accident, mais les officiers avaient déjà vu l'assiette brisée et le sang, et l'attitude hostile de ma mère la rendait peu sympathique. Ils n'ont arrêté personne ce soir-là, mais ils ont rédigé un rapport. Ils ont également documenté les articles de bébés volés, prenant des photos de Vanessa avec la poussette qu'elle refusait de rendre, même si les officiers lui ont fortement suggéré de la restituer. Mes parents sont partis furieux, traînant Vanessa avec eux. « Tu as ruiné cette famille » m'a sifflé maman en sortant. « Ne t'attends pas à ce qu'on t'aide quand tu reviendras en rampant. »
Après leur départ, Papy Joël s'est assis lourdement sur mon canapé. Mamie Ruth tenait Emma, la berçant doucement. L'appartement était un désastre. De la nourriture sur les murs, des morceaux d'assiettes brisées éparpillés sur le sol, l'odeur du rôti se mêlant à une tension persistante. Je suis désolé, ai chuchoté. Je n'aurais pas dû les inviter. Je pensais juste que... Tu n'as pas à t'excuser, a dit fermement Papy Joël. Ce dont je suis désolé, c'est de ne pas avoir vu à quel point la situation était devenue grave. Depuis combien de temps te traite-t-il ainsi? La question a brisé quelque chose en moi. Je me suis effondré à côté de lui et j'ai commencé à parler. Je lui ai tout raconté. Comment maman m'avait toujours comparé à Vanessa et me trouvait insuffisante. Comment papa oubliait mon anniversaire mais ne manquait jamais celui de Vanessa. Comment il critiquait chaque choix que j'avais fait, ma carrière, mes relations, ma décision de garder Emma même si son père était parti quand j'étais enceinte de 4 mois. Comment il n'avait montré aucun intérêt pour leur petite fille, n'avait pas visité une seule fois, n'avait même pas demandé son nom. Je lui ai parlé des articles qui disparaissaient de mon appartement. Comment je pensais devenir folle. Les biberons tout neufs, que j'étais certaine d'avoir, qui avaient soudainement disparu. Le mobile du berceau, que j'avais déballé du cadeau de mes grands-parents, volatilisé de ma chambre. Comment j'avais découvert que ma clé de rechange avait disparu, et réalisé que maman avait dû la prendre il y a des mois pour en faire une copie. Mamie Ruth écoutait, des larmes roulant sur ses joues. Pourquoi ne nous as-tu rien dit, a-t-elle demandé. Je pensais pouvoir gérer ça, ai-je admis, et je ne voulais pas être un fardeau pour vous. Vous avez toujours été coincés au milieu, entre maman et moi. Papy Joël a secoué la tête lentement. C'est fini. Cela s'arrête maintenant. Au cours des jours suivants, Papy Joël est devenu une force de la nature. Il a engagé une avocate, une femme perspicace nommée Patricia Morrison, spécialisée en droit de la famille. Le rapport de police nous fournissait une documentation sur l'agression et le vol. Les photos prises par les officiers montraient Vanessa avec la poussette volée. Combiné à mon témoignage sur les objets manquants et la clé de rechange, nous avions un dossier solide. Mais Papy Joël est allé plus loin. Il avait fait fortune dans le développement immobilier et avait passé sa retraite à gérer soigneusement ses investissements. Il était bien plus riche que je ne l'avais jamais réalisé. Il avait prévu de tout laisser à parts égales à maman et à son frère, mon oncle Case. Maintenant, il programmait une réunion avec son notaire. Maman m'a appelé 2 jours après le dîner. C'est ridicule, a-t-elle commencé sans préambule. Tu dois dire à la police que c'était un malentendu. Vanessa est stressée par sa grossesse et tu ne fais qu'aggraver les choses. Vanessa m'a volé, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le ressentais. Tu as agressé ma fille. Ce ne sont pas des malentendus. Cette coupure n'était presque rien. Tu es dramatique, comme toujours. Vanessa a plus besoin de ses affaires de bébé que toi. Elle est mariée. Elle a un foyer stable. Elle peut réellement subvenir aux besoins d'un enfant. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient à nouveau, mais cette fois, c'était plus de la colère que de la peur. Les procédures judiciaires ont avancé. Patricia a intenté un procès civil pour les objets volés et les dommages matériels. La police a enquêté sur l'accusation d'agression. Maman et papa ont engagé leur propre avocat, qui a essayé de me dépeindre comme une mère célibataire instable faisant de fausses accusations. Mais nous avions des preuves. Nous avions des témoins. Nous avions le témoignage de mes grands-parents et le rapport de police. Vanessa, prise entre deux feux, a fini par craquer. Elle a rendu la poussette et la plupart des autres articles, certains endommagés, d'autres clairement utilisés. Son avocat lui a conseillé de coopérer pour éviter des poursuites pénales. Lors d'un appel téléphonique en larmes organisé par les avocats, elle a admis que maman l'avait convaincue de prendre les affaires, disant que je ne les méritais pas et que je les vendrais probablement de toute façon. L'affaire a été réglée à l'amiable. Mes parents ont accepté de payer une restitution pour les objets endommagés et manquants, de couvrir les frais médicaux d'Emma, et de rester loin de moi et d'Emma à moins que je n'initie le contact. L'accusation d'agression a été réduite à un délit mineur, avec des cours obligatoires de gestion de la colère pour maman. Pendant ces semaines de procédure judiciaire, il s'est passé autre chose auquel je ne m'attendais pas. Des gens ont commencé à me contacter. Des amis à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont contacté après avoir entendu par la bande ce qui s'était passé. Mon ancienne colocataire d'université, Sarah,
s'est présentée à ma porte avec des courses et est restée pour m'aider à nettoyer l'appartement en profondeur, effaçant les derniers vestiges physiques de cette nuit horrible. Une femme de mon cours prénatal, Jessica, a organisé une chaîne de repas pour que je n'ai pas à me soucier de cuisiner tout en gérant les avocats et les dates d'audience. Ce soutien m'a bouleversé. J'avais passé tellement de temps à croire le récit de mes parents selon lequel j'étais un désastre, incapable et indigne, que le fait de voir des gens se présenter simplement parce qu'ils se souciaient de moi me semblait étranger. Jessica m'a dit qu'elle avait toujours senti que quelque chose clochait dans ma dynamique familiale pendant nos cours. La façon dont je tressaillais en parlant de ma mère, la façon dont je m'excusais excessivement pour tout, même pour des choses qui ne méritaient pas d'excuses. Le travail est devenu compliqué aussi. Je servais des tables dans un restaurant du centre-ville, et ma gérante, Linda, avait été compréhensive concernant le temps libre dont j'avais besoin pour les comparutions au tribunal. Mais elle m'a prise à part un après-midi, l'inquiétude gravée sur son visage. Certains clients avaient posé des questions sur le pansement sur le visage d'Emma lorsque je l'avais amené lors d'un changement de car. Linda avait besoin de savoir s'il y avait un problème de sécurité. Assise dans son bureau exigu, je lui ai tout raconté. Linda a écouté sans m'interrompre, son expression s'assombrissant à chaque détail. Quand j'ai fini, elle s'est penchée en arrière dans sa chaise et est restée silencieuse un long moment. Puis elle m'a parlé de sa propre sœur, qui avait coupé les ponts avec leur mère il y a 5 ans après des décennies de violence émotionnelle. À quel point cela avait été dur à regarder, mais à quel point c'était nécessaire. Comment sa sœur s'était épanouie une fois qu'elle avait fait ce choix douloureux. Tu fais ce qu'il faut, a dit Linda fermement. Ne laisse personne te dire le contraire. Protéger ton enfant passe avant tout, toujours. Ces conversations avec Sarah, Jessica et Linda ont commencé à changer quelque chose de fondamental dans la façon dont je me voyais. Ces gens me croyaient. Ils ne se demandaient pas si je réagissais de manière excessive ou si j'étais trop sensible. Ils reconnaissaient la situation pour ce qu'elle était, de la maltraitance suivie d'une agression puis d'un vol, et ils se tenaient à mes côtés. Quoi qu'il en soit, mon appartement est devenu un refuge pendant cette période, mais aussi une sorte de prison. Chaque bruit dans le couloir me faisait sursauter. J'ai installé une chaîne de sécurité en plus du verrou. J'ai commencé à garder mon téléphone chargé et à portée de main en tout temps. Papy Joël l'a remarqué lors d'une de ses visites, voyant comment je me positionnais pour toujours avoir une vue sur la porte. « Tu es en sécurité ici », m'a-t-il dit doucement. « Mais je comprends pourquoi tu ne le ressens pas encore. Donne-toi du temps. » Il avait raison. Le temps semblait s'écouler bizarrement durant ces mois. Certains jours s'étiraient éternellement. Je voyais les documents juridiques s'empiler, mon esprit tournant autour des pires scénarios. D'autres jours se fondaient les uns dans les autres, perdus dans la brume de la nouvelle maternité combinée à la réaction au traumatisme. J'ai commencé à voir une thérapeute, le docteur Amanda Price, spécialisée dans les ruptures familiales. Nos séances sont devenues une bouée de sauvetage, m'aidant à démêler des années de conditionnement et de manipulation psychologique. Le docteur Price m'a présenté des termes que je n'avais jamais entendus auparavant, bouc émissaire, syndrome de l'enfant roi, dynamique familiale narcissique. Soudain, toute mon enfance prenait un sens comme jamais auparavant. La critique constante, la façon dont rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien. Comment Vanessa pouvait faire exactement les mêmes choses que moi et recevoir des éloges, alors que je recevais des punitions? Ce n'était pas moi qui étais déficiente. C'était un système dysfonctionnel qui avait besoin de quelqu'un à blâmer. Comprendre cela m'a aidé, mais cela a aussi fait mal, car cela signifiait accepter que ma mère ne changerait probablement jamais, qu'il n'existait aucune combinaison magique de mots ou d'actions qui lui ferait soudainement me voir comme digne d'amour. Certaines personnes sont trop brisées par leurs propres démons pour être capables de relations saines, a expliqué le docteur Price. Et ce n'était pas de ma faute. Ce n'était pas à moi de réparer ça. Emma a atteint l'étape de ses 2 mois pendant tout ce chaos. Je l'ai emmenée chez le pédiatre pour son examen, nerveuse à l'idée d'expliquer le tissu cicatriciel qui se formait sur sa joue. Le docteur Yolanda Martinez a été douce mais minutieuse, documentant tout dans le dossier médical d'Emma. Elle a posé des questions pointues sur mon environnement familial, mon système de soutien, et si je me sentais en sécurité. J'ai apprécié sa diligence, même si cela m'a fait prendre conscience de la justesse avec laquelle nous avions évité le désastre. « Vous vous débrouillez très bien », m'a dit le docteur Martinez alors qu'Emma dormait joyeusement après ses vaccins. « Je vois à quel point vous l'aimez. C'est ce qui compte le plus.
Mais les vraies retombées sont venues des changements dans la succession de Papy Joël. Il a convoqué une réunion de famille au bureau de son avocat. Je n'étais pas obligé d'y assister, mais il voulait que je sois là. Maman, papa, oncle Case et la femme de l'oncle Case, Denise, étaient assis d'un côté de la table de conférence. J'étais assise de l'autre, avec Emma dans les bras et mes grands-parents à mes côtés. L'avocat spécialisé en succession, un homme âgé et digne nommé Howard Banks, a exposé les changements. Le patrimoine de Papy Joël, évalué à environ 4,2 millions de dollars, serait divisé comme suit, 45% pour oncle Case, 45% pour moi, et 10% dans un fonds fiduciaire pour l'éducation d'Emma. Maman ne recevrait rien. Le visage de maman est devenu violet. Tu ne peux pas faire ça. Je le peux absolument, a dit calmement Papy Joël. C'est mon argent et je le distribuerai comme bon me semble. Tu m'as montré exactement qui tu es. Tu as volé ta propre fille. Tu as agressé ta petite fille en bas âge. Tu n'as montré aucun remords. Tu ne bénéficieras pas du travail de ma vie. Et Vanessa, a exigé maman. C'est ta petite fille aussi. Vanessa a participé à un vol et a fait preuve d'un manque de caractère choquant, a répondu Papy Joël. Si elle démontre un véritable changement et reconstruit sa relation avec sa sœur au cours des prochaines années, je pourrais reconsidérer la question, mais cela dépend entièrement d'elle. Papa s'est penché en avant, essayant une approche différente. Joël, tu es contrarié. Nous le sommes tous. Mais c'est la famille. Exactement. Mamie Ruth l'a coupé, sa voix tranchante d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. C'est la famille. Et vous avez traité votre fille comme une ordure. Vous avez donné les affaires de son bébé à votre autre fille comme si la vie d'Emma ne signifiait rien. Vous êtes resté là pendant que les cadeaux de mon mari étaient volés. Vous avez été cruel envers cette fille toute sa vie, et j'ai honte de ne pas en avoir vu toute l'ampleur plus tôt. Oncle Case, qui était resté silencieux pendant tout ce temps, a pris la parole. Pour ce que ça vaut, je pense que tu prends la bonne décision, papa. Ce qu'ils ont fait était inexcusable. Il m'a regardé à travers la table. Je suis désolé que nous n'ayons pas été plus proches. J'aurais dû faire plus attention. Maman s'est levée si vite que sa chaise est tombée en arrière. Bien. Gardez votre argent. Nous n'en avons pas besoin. Vanessa et moi nous en sortirons très bien sans aucun de vous. Elle est sortie en trombe, papa la suivant avec un dernier regard plein de ressentiment vers nous tous. Le bureau a semblé plus léger après leur départ. Howard a passé en revue plus de détails, la structure du fonds fiduciaire, le calendrier du transfert de patrimoine, les dispositions au cas où mes grands-parents auraient besoin de soins à long terme. Ma tête tournait avec toutes ces informations. Quand ce fut enfin terminé, oncle Case s'est approché de moi. Je pensais ce que j'ai dit, m'a-t-il dit. J'ai 2 enfants, et ils devraient connaître leur cousine. Si tu es ouverte à cela, Denise et moi aimerions faire partie de la vie d'Emma. J'ai regardé Emma, dormant paisiblement à travers tout ce drame, sa petite joue portant encore une légère marque du pansement papillon. J'aimerais bien, ai-je dit. Les mois qui ont suivi ont été à la fois plus durs et plus faciles que je ne l'avais prévu. Plus durs, parce que je devais vraiment accepter que mes parents ne m'aimaient pas comme des parents le devraient. Cette réalisation a apporté un chagrin que je n'avais pas anticipé, le deuil de la relation que j'avais toujours espéré que nous pourrions avoir un jour. Plus facile, parce que sans leurs critiques constantes et leurs manipulations, je pouvais enfin respirer. J'ai changé les serrures de mon appartement. J'ai bloqué les numéros de mes parents et celui de Vanessa aussi. Je me suis concentré sur Emma et sur ma guérison. Mes parents ont essayé de me contacter par divers moyens, mais j'ai tenu bon. Puis est venu l'incident qui a rendu nécessaire une ordonnance de protection. Maman s'est présentée à mon appartement à 2 heures du matin un mardi soir, martelant la porte et hurlant à quel point j'étais une fille ingrate. Les voisins ont appelé la police avant même que j'en aie l'occasion. Patricia, mon avocate, m'a aidé à demander l'ordonnance de protection le lendemain matin. L'audience pour l'ordonnance de protection fut un cauchemar en soi. Maman s'est présentée habillée impeccablement, jouant à la perfection le rôle de la mère blessée. Elle a pleuré à la barre, racontant comment j'avais toujours été troublé, comment elle avait tant essayé de m'aider, et comment la coupée de sa petite fille était cruelle et inhabituelle. Son avocat m'a dépeinte comme vindicative, utilisant mon bébé comme une arme contre ma propre famille. Ensuite, Patricia a présenté les preuves. Les photos de la blessure d'Emma.
Le rapport de police documentant l'aveu de maman qu'elle avait lancé l'assiette. Le témoignage des ambulanciers qui avaient soigné Emma. Le modèle documenté des objets volés. La déclaration en larmes de Mamie Ruth sur ce dont elle avait été témoin cette nuit-là. L'expression du juge est passée de neutre à de plus en plus perturbée à mesure que le tableau complet émergeait. Lorsqu'il a accordé l'ordonnance de protection, le calme de maman s'est brisé. Elle s'est levée en criant, et a dû être physiquement retenue par la sécurité du tribunal. « Tu es un poison », m'a-t-elle hurlé. « Tu as monté tout le monde contre moi. Tu auras ce que tu mérites. » Le juge a prolongé l'ordonnance de protection de 6 mois à 2 ans, rien que sur la base de cet éclat. Il a ajouté une clause interdisant tout contact par un tiers. Elle ne pouvait pas envoyer de « singe volant » pour me harceler en son nom. Papa est resté silencieux tout au long de l'audience, le visage impassible. Je me demandais ce qu'il pensait, si une partie de lui reconnaissait à quel point les choses s'étaient détériorées, s'il ressentait la moindre honte. En sortant de ce palais de justice, Emma attachée sur ma poitrine dans son porte-bébé, je me sentais simultanément triomphante et vide. J'avais gagné légalement parlant, j'avais la protection dont j'avais besoin, mais cela n'effaçait pas le chagrin de perdre des parents que je n'avais jamais vraiment eu pour commencer. Le docteur Price m'avait prévenu à ce sujet, comment la victoire dans ces situations semble rarement propre ou simple. Comment on peut faire la bonne chose et quand même pleurer ce qu'on avait espéré que ces relations auraient pu être. Les semaines après l'ordonnance de protection furent plus calmes sans la menace constante de l'apparition de mes parents. Une partie de l'hypervigilance a commencé à s'apaiser. Je pouvais marcher jusqu'à la boîte aux lettres sans que mon cœur s'emballe. Je pouvais répondre à un numéro inconnu sans supposer que c'était maman appelant d'un téléphone emprunté. De petites libertés que la plupart des gens tenaient pour acquis semblaient révolutionnaires. Oncle Case m'a invité à un barbecue familial chez lui, et j'ai failli ne pas y aller. Être entouré de gens me semblait encore accablant, mais Mamie Ruth m'a convaincu, promettant que ce serait juste la famille proche. Pas de surprise, pas de drame. L'après-midi s'est avéré être exactement ce dont j'avais besoin. Les enfants d'Oncle Case ont joué avec Emma, lui montrant leur collection de blocs de construction, même si elle était bien trop jeune pour les apprécier. Denise m'a montré des photos de leurs récentes vacances, me traitant comme une personne normale, ayant une conversation normale au lieu du cas de scandale familial brisé que je commençais à ressentir être. Assise sur leur porche arrière avec un verre de limonade, regardant Emma dormir paisiblement dans un lit portable pendant que mes cousins jouaient à chat dans la cour, quelque chose s'est desserré dans ma poitrine. C'était ce à quoi les réunions de famille devraient ressembler. Facile, chaleureuse, sûre. Pas de marche sur des œufs. Pas d'analyse de chaque mot pour y trouver une critique cachée, juste des gens qui appréciaient sincèrement d'être ensemble. Papy Joël et Mamie Ruth sont devenus des figures régulières dans nos vies. Ils venaient 2 fois par semaine, apportant des courses et aidant avec tout ce dont j'avais besoin. Papy Joël a installé de nouvelles serrures et une caméra de sécurité à ma porte. Mamie Ruth m'a appris plus de recettes et m'a montré des astuces pour faire dormir Emma toute la nuit. Ils étaient les parents dont j'avais toujours eu besoin. Oncle Case et Denise amenaient mes cousins pour les dîners du dimanche. Leurs enfants, âgés de 7 et 10 ans, étaient fascinés par bébé Emma. En les regardant la tenir si soigneusement, posant 1 million de questions sur les bébés, j'ai vu à quoi la famille pouvait réellement ressembler. L'audience pour l'ordonnance de protection a eu lieu environ 4 mois après l'incident initial. Vanessa a donné naissance à une petite fille en bonne santé environ 2 mois après la fin de toutes les procédures judiciaires. J'en ai entendu parler par le bouche-à-oreille familial. Oncle Case l'a mentionné avec désinvolture, observant ma réaction. Je n'ai ressenti rien d'autre qu'un espoir lointain que sa fille serait mieux aimée que je ne l'avais été. Vanessa a envoyé un seul SMS 2 semaines après avoir accouché, « Je suis désolé pour tout. Je sais que tu ne me pardonneras pas, mais je suis désolé. » Je n'ai pas répondu. Peut-être qu'un jour je le ferai. Peut-être qu'un jour nous pourrions reconstruire quelque chose. Mais ce jour n'était pas près d'arriver. Et j'avais appris que je ne devais le pardon à personne selon leur calendrier. Mes parents ont essayé quelques fois de plus de me contacter, toujours avec des conditions. Papa a envoyé une lettre disant qu'il serait prêt à se réconcilier si j'abandonnais l'ordonnance de protection et leur donnais accès à Emma. Maman a laissé des messages vocaux qui alternaient entre apitoiement sur soi et rage. Je les ai tous gardés juste au cas où, mais je n'ai jamais répondu. L'argent du règlement est arrivé. Ce n'était pas une fortune, mais c'était suffisant pour remplacer tout ce qui avait été pris ou endommagé, avec un reste. Je l'ai mis sur un compte d'épargne pour l'avenir d'Emma.
Savoir que papy Joël avait changé son testament, qu'il m'avait choisi plutôt que sa propre fille, signifiait plus que n'importe quelle somme d'argent. Pour le premier anniversaire d'Emma, nous avons organisé une petite fête chez mes grands-parents. La famille d'oncle Case est venue, ainsi que quelques amis de mon travail et ma voisine qui m'avait tant aidé durant ces premiers mois sans sommeil. Emma a écrasé sa première bouchée de gâteau sur son visage et tout le monde a ri. J'ai regardé autour de moi ces gens qui étaient devenus ma vraie famille, et quelque chose dans ma poitrine s'est détendu. Papy Joël m'a trouvé dans la cuisine plus tard, en train de faire la vaisselle. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. « Oui » ai-je dit, et je le pensais vraiment. « Merci pour tout ce que tu as fait, pour nous avoir défendus. » Il a mis son bras autour de mes épaules. C'est ce que fait la famille, la vraie famille. Et je suis désolé d'avoir mis si longtemps à le faire. Tu l'as fait quand ça comptait le plus. Emma est entrée en titubant dans la cuisine, du glaçage de gâteau dans les cheveux, gloussant alors que mamie Ruth lui courait après. Elle a tendu les bras vers moi avec ses mains collantes, et je l'ai prise, ne me souciant pas du désordre. C'était ça qui comptait. Cette petite fille, et les gens qui l'aimaient, et la vie que nous construisions sans la toxicité que j'avais grandi en acceptant comme normale. 2 ans plus tard, Emma avait un peu plus de 2 ans et commençait à faire des phrases. J'étais retourné à l'école à temps partiel, travaillant pour obtenir le diplôme que j'avais abandonné à 21 ans. Mes grands-parents m'aidaient pour la garde d'enfants, et oncle Case m'avait obtenu un entretien dans son entreprise, où j'avais décroché un emploi stable avec des avantages sociaux. La vie n'était pas parfaite, mais elle était à moi, et elle était bonne. Vanessa m'a contacté à nouveau, cette fois par l'intermédiaire d'oncle Case. Elle était en thérapie depuis plus d'1 an, travaillant sur ses propres problèmes avec nos parents. Elle voulait nous rencontrer, juste toutes les deux, pour parler. Pas d'attente, pas d'exigence. J'ai failli dire non. Mais papy Joël, quand je lui ai demandé conseil, a dit quelque chose qui m'est resté. Les gens peuvent changer. Tout le monde ne le fait pas et tu ne lui dois pas de relation. Mais si elle essaie sincèrement d'être meilleure, cela vaut peut-être la peine de l'écouter. Protège-toi, toi et Emma, d'abord. Nous nous sommes rencontrés dans un café à mi-chemin entre nos maisons. Vanessa avait l'air différente, plus âgée, fatiguée d'une manière qui allait au-delà du simple fait d'avoir un enfant en bas âge. Nous sommes restés assises l'une en face de l'autre dans un silence gênant pendant un long moment avant qu'elle ne parle. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes », a-t-elle commencé. « Je ne le ferai pas à ta place. Ce que nous avons fait, ce que j'ai fait, était impardonnable. Je t'ai volé. J'ai regardé maman blesser Emma et je ne l'ai pas arrêtée. J'ai passé 2 ans en thérapie à essayer de comprendre pourquoi je pensais que tout cela était acceptable. J'ai bu une gorgée de mon café en attendant. Maman nous a monté l'une contre l'autre toute notre vie, a-t-elle continué. Et au lieu de reconnaître cela et de refuser de jouer le jeu, je n'y suis complu. J'aimais être la préférée. Je me sentais en droit d'avoir tout ce que tu avais parce que maman me disait que je le méritais plus. Elle s'est essuyé les yeux. Je ne cherche pas d'excuses. J'essaie juste d'expliquer à quel point ma façon de penser était tordue. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Pourquoi tendre la main après 2 ans? Parce que ma fille a demandé après sa cousine, a dit Vanessa doucement. Elle a vu des photos chez mamie et papy. Elle voulait savoir pourquoi elle ne connaît pas sa cousine Emma, et j'ai réalisé que je l'élève de la même manière que nous avons été élevés. À penser que la famille vient avec des conditions. Je ne veux pas ça pour elle. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Elle m'a raconté ses difficultés avec Tyler, comment il avait été horrifié quand il avait appris ce qui s'était passé et avait insisté pour qu'elle obtienne une aide professionnelle. À propos de la confrontation avec nos parents et du fait de voir enfin clairement leur manipulation. À propos du travail difficile pour désapprendre des schémas de pensée ancrés depuis l'enfance. Je lui ai parlé d'Emma, de l'école, de la vie que j'avais construite. Je n'ai pas offert le pardon, mais je n'ai pas complètement fermé la porte non plus. Peut-être que nous pouvons commencer petit, ai-je finalement dit. Des visites supervisées avec les enfants chez mamie et papy. On verra comment ça se passe. J'aimerais bien, a dit Vanessa, le soulagement clair dans sa voix. Merci d'avoir même envisagé la chose. Ces visites supervisées ont eu lieu tous les mois au début, puis plus fréquemment. Emma et la fille de Vanessa, Claire, se sont tout de suite entendus comme seuls les petits-enfants le peuvent. Claire avait environ 4 mois de moins qu'Emma, et les regarder jouer ensemble a suscité des émotions compliquées. Vanessa était prudente,
toujours respectueuse, ne dépassant jamais les bornes, essayant sincèrement d'être meilleure. C'était lent, reconstruire une confiance qui avait été si complètement brisée. Mais c'était quelque chose. Mes parents n'ont jamais changé. Maman envoyait occasionnellement des lettres amères, blâmant toujours les autres pour la fracture de la famille. Papa a gardé le silence, ce qui, d'une certaine manière, faisait moins mal que le venin continu de maman. L'ordonnance de protection est restée en place. Oncle Case m'a dit qu'il l'avait approché une fois, essayant de le faire intercéder pour convaincre Papy Joël de changer à nouveau son testament. Il avait refusé. Lorsque Papy Joël est décédé, 3 ans après ce terrible dîner, paisiblement dans son sommeil à l'âge de 81 ans, son testament est resté tel qu'il l'avait laissé. Les funérailles étaient petites. Moi, Emma, Mamie Ruth, Oncle Case et sa famille, Vanessa et Claire. Mes parents n'étaient pas invités. Maman a essayé de s'incruster au service de toute façon, causant une scène qui a nécessité que la sécurité l'escorte dehors. Même dans la mort, elle ne pouvait pas lâcher son amertume. En parcourant les affaires de Papy Joël, j'ai trouvé une lettre qu'il m'avait écrite il y a des années, scellée et datée juste après qu'il ait changé son testament. Mamie Ruth me l'a donnée avec des mains tremblantes. « Ma chère fille, disait-elle. Si tu lis ceci, je suis partie. Je veux que tu saches que te défendre, toi et Emma, a été la décision la plus facile que j'ai jamais prise. Je regrette seulement de ne pas avoir vu plus tôt ce qui se passait, de ne pas t'avoir protégé de la cruauté de ta mère quand tu étais jeune. Tu méritais mieux à l'époque, et tu mérites mieux maintenant. Tu es forte, capable et aimante. Tout ce qu'un parent pourrait espérer. Sois heureuse. Aime Emma férocement. Et ne laisse jamais personne te faire sentir moins que ce que tu es. Tu es toujours assez. Avec amour, Papy. » J'ai sangloté en la lisant, Emma me serrant fort même si elle ne comprenait pas tout à fait. À presque 4 ans, elle savait que son arrière-grand-père l'avait aimée, nous avait protégés quand nous en avions le plus besoin. Elle savait que la famille n'était pas toujours une question de sang, mais de qui se présentait et faisait le travail difficile de vous aimer. L'héritage a changé les choses sur le plan pratique. Cela signifiait que je pouvais finir l'école sans dette écrasante, que je pouvais acheter une maison avec un jardin pour Emma, que je pouvais respirer un peu plus facilement financièrement. Mais ce que Papy Joël m'a vraiment donné valait plus que de l'argent. Il m'a donné la validation que je n'étais pas folle, que ce que j'avais vécu était vraiment aussi grave que je le ressentais. Il m'a donné l'exemple de ce à quoi cela ressemble quand quelqu'un vous aime vraiment. Il vous protège. Ils vous défendent. Ils vous choisissent même quand c'est difficile. Emma a 10 ans maintenant, elle s'épanouit à l'école et est obsédée par le football. Vanessa et moi avons reconstruit quelque chose qui ressemble à une sororité. Bien que ce ne sera jamais simple ou facile, elle a fait le travail, a sincèrement changé, et j'ai appris que pardonner ne signifie pas oublier. Cela signifie choisir d'avancer sans porter toute la colère. Mamie Ruth vit maintenant dans une résidence pour retraités, toujours aussi vive d'esprit à 84 ans. Emma lui rend visite chaque semaine, apportant des dessins et des histoires. La poussette qui a causé tant de douleur se trouve dans l'appartement de Mamie Ruth, contenant une collection d'albums photos. Elle aime la garder là, dit-elle, comme un rappel que défendre ce qui est juste en vaut toujours la peine. Je pense à ce dîner parfois, celui qui aurait dû être simple, joyeux, une célébration de la nouvelle vie. Comment il a explosé en violence et révélé des vérités qui ne pouvaient plus être ignorées. Comment ma mère a lancé une assiette qui a frappé mon nouveau-né et n'a ressenti aucun remords. Comment mon père a admis le vol avec désinvolture comme si c'était son droit. Mais je pense aussi à ce qui est venu après. Comment Papy Joël s'est tenu dans mon petit appartement et a fait un choix. Comment il a suivi par l'action, pas juste des mots. Comment il m'a appris que la famille n'est pas une question d'obligation, de culpabilité ou d'acceptation de la maltraitance parce que vous partagez le même ADN. Emma pose parfois des questions sur mes parents, pourquoi elle n'a pas de grands-parents de mon côté. Je lui dis la vérité de manière adaptée à son âge, que parfois, les gens ne sont pas capables d'être ce dont nous avons besoin qu'ils soient. Que c'est triste, mais que c'est aussi acceptable. Que nous avons Mamie Ruth, Oncle Case, tante Denise et tante Vanessa qui essaient fort d'être meilleures, et que c'est plus que suffisant. La cicatrice sur le visage d'Emma de cette nuit-là s'est considérablement estompée au fil des ans. Juste une ligne légère près de sa pommette que vous ne remarqueriez jamais à moins de savoir qu'il faut la chercher. Mais je sais qu'elle est là. Un rappel d'où nous venons et du chemin parcouru.
Un rappel que nous avons survécu et que Papy Joël s'est assuré que nous fassions plus que simplement survivre. Nous nous sommes épanouis. Parfois, les gens demandent si je regrette d'avoir porté plainte, d'avoir intenté des procès, d'avoir accepté l'héritage modifié qui a détruit ma relation avec mes parents de façon permanente. La réponse est toujours non. Parce que cette nuit-là, bébé en sang dans mes bras, parents montrant leur vrai visage, j'avais un choix. Accepter, minimiser, prétendre que ce n'était pas si grave comme je l'avais fait toute ma vie, ou me lever et dire plus jamais ça. Papy Joël m'a montré comment faire ce choix. Il m'a montré que protéger les innocents et les vulnérables est toujours juste. Même quand cela déchire une famille, surtout à ce moment-là. Emma grandira en sachant que son arrière-grand-père l'a choisie quand elle avait 3 semaines et qu'elle saignait. Elle saura que, quand cela comptait le plus, quelqu'un s'est levé pour dire qu'elle comptait. Sa vie comptait. Sa sécurité comptait. Elle saura à quoi ressemble le véritable amour. Pas la version toxique conditionnelle avec laquelle j'ai grandi, mais le genre qui agit, qui supporte les conséquences et ne vacille jamais. C'est l'héritage que Papy Joël nous a laissé. Pas seulement l'argent, bien que cela ait aidé. Mais la certitude que nous valions la peine qu'on se batte pour nous, que nous méritons protection, amour et justice. Et les jours où je doute de moi, où de vieilles insécurités s'insinuent, où je me demande si je fais bien les choses pour Emma, je me souviens de lui debout dans mon appartement cette nuit-là, silencieux au début, absorbant tout, puis passant à l'action avec la certitude tranquille de quelqu'un qui sait exactement ce qui doit être fait. Je me souviens de ces mots à ma mère, un accident impliquerait des remords. Et je n'en vois aucun. Je me souviens de la façon dont il a regardé Emma dans son couffin, du sang sur sa couverture, et a décidé à ce moment précis qu'assez, c'était assez. Je me souviens de ce qu'il m'a appris, que l'amour ne consiste pas à accepter la maltraitance au nom de la famille. Il s'agit de rester ferme pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. C'est ce qu'il a fait pour nous. C'est ce qui m'a rendu vraiment fier. Et c'est ce que je passerai le reste de ma vie à essayer d'honorer pour Emma, et pour l'homme qui m'a montré à quoi ressemble une vraie famille.